Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau format. On va parler aujourd'hui de métaux. Ça ne vous a pas échappé, l'année dernière, ça a été une année extraordinairement performante pour l'ensemble des métaux et en particulier pour l'or et pour l'argent. Et donc aujourd'hui, rien de mieux que pouvoir en parler avec un grand spécialiste, notre directeur des gestions matières premières chez Ophi Invest AM, Benjamin Louvet. Bonjour Benjamin. Bonjour Saïd. Alors, comment ça se passe, Benjamin, là, après une année aussi intéressante sur les plans des performances des métaux? Depuis le début de l'année, patatras, on a beaucoup de volatilité. Que se passe-t-il exactement? On a connu effectivement une année 2025 extraordinaire. Je rappelle juste les chiffres. L'or a gagné à peu près 60%, l'argent presque 130%, le platine 115%. Donc on a connu vraiment une année extraordinaire. Et effectivement, le début d'année a été un peu plus, on va dire, agité. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que avant de connaître la correction majeure dont on va dire quelques mots, la belle tendance de l'année s'était poursuivie. Quand on regarde la performance de l'or et de l'argent à la veille de la grosse correction qu'on a eue le 30 janvier, eh bien, l'argent gagnait déjà quasiment 65% sur le mois de janvier, et l'or était à plus de 20% de performance sur le même mois. Donc la correction très importante qu'on a connue, je rappelle, l'argent a perdu sur une seule journée plus de 31%, l'or a perdu plus de 11%, mais malgré cette correction, Saïd, eh bien, l'or et l'argent, à la fin du mois de janvier, étaient encore en hausse. L'argent gagnait encore un peu plus de 11%, et l'or gagnait encore un peu plus de 8%. Donc, ça a été quelque part un moyen de revenir à quelque chose de plus raisonnable. Alors, pourquoi on a vu cette envolée et pourquoi je dis qu'on est revenu à quelque chose de plus raisonnable? En réalité, la hausse qu'on a connue au mois de janvier est une hausse qui dépasse le seul facteur fondamental. Elle est liée aussi au fait que justement, on est en début d'année et que c'est le moment où les gens font des réallocations sur leur portefeuille. Les investisseurs en profitent pour repositionner leur portefeuille. Et il s'avère que depuis maintenant quelques temps, avec l'arrivée de Donald Trump, l'instabilité géopolitique, l'instabilité politique, l'instabilité économique, l'instabilité financière, on a observé une recorrélation importante des deux grandes classes d'actifs, actions et obligations, qui maintenant bougent dans le même sens. Et donc, les portefeuilles traditionnels, on a l'habitude de combiner ces deux actifs avec une proportion qu'on donne traditionnellement 60% sur les actions, 40% sur les obligations. Eh bien, ces portefeuilles sont aujourd'hui beaucoup moins performants, et les financiers aguerris, des gens comme Mike Wilson, le directeur des investissements de Morgan Stanley au niveau monde, ou comme Ray Dalio, le fondateur du hedge fund Bridgewater, Le fameux. Disent qu'aujourd'hui, ce modèle type de portefeuille, 60% actions, 40% obligations, est un peu derrière nous, et qu'aujourd'hui, il faut envisager des investissements de décorrélation, et notamment de l'or. Mike Wilson dit qu'il faudra envisager une allocation de 20% à l'or. Ray Dalio, lui, parle d'une allocation à 15%. Alors, sans aller jusque-là, effectivement, on a observé un mouvement de bascule des marchés traditionnels, actions et obligations, un mouvement de réallocation vers le marché des métaux précieux. Et ce qu'il faut savoir, Saïd, c'est que le marché des métaux précieux est beaucoup plus petit que le marché des actions et des obligations. Donc, même une petite bascule de l'ensemble des actifs qui se situent sur le marché des actions et des obligations sur le marché de l'or et de l'argent peut avoir un gros impact. La banque américaine Goldman Sachs a essayé de chiffrer cet impact et disait récemment dans une étude, pour résumer, que si 1% des encours qui sont aujourd'hui positionnés sur les actions et les obligations décidaient de basculer sur l'or et sur l'argent, le cours de l'or pourrait monter de 140%. Donc on était dans cette dynamique-là, et c'est pour ça qu'on a connu des hausses si fortes dans le début du mois de janvier, parce qu'on avait cette dynamique de réallocation. Le problème, Saïd, c'est que quand on a des investisseurs qui viennent sur un actif pour réallouer, c'est dépendant d'un contexte macroéconomique. Et donc c'est très sensible aux nouvelles. Et ce qui s'est passé le 30 janvier, c'est que Donald Trump a annoncé son choix comme pour le futur président de la Réserve fédérale américaine. Ce choix, c'est Kevin Warsh, et il se trouve que Kevin Warsh, on le connaît un peu, il a déjà été gouverneur de la Banque centrale américaine, et c'est un homme qui passe plutôt pour un modéré, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas un acharné de la baisse des taux comme on aurait pu le penser avec Donald Trump, et qui est plutôt pour une politique monétaire, on va dire, conventionnelle, ce qui a beaucoup rassuré les marchés. Et dans cette logique de réassurance des marchés, eh bien, un certain nombre des mouvements de réallocation qui étaient en cours vers l'or et l'argent se sont arrêtés, voire se sont un peu inversés, ce qui a mis une première pression sur ce marché. Et puis,
Derrière ça, eh bien, on a eu des facteurs techniques. D'abord, le marché américain des contrats à terme sur l'argent et sur l'or a remonté les dépôts nécessaires pour pouvoir intervenir sur ces marchés, obligeant les investisseurs qui utilisaient un effet de levier à réduire leur position. On a eu des acteurs également qui avaient pris des grosses positions à la hausse au travers des options, qui ont coupé ces positions, ou alors les banques qui leur avaient vendu ces positions ont dû vendre des contrats pour se protéger contre la baisse qui était en cours. Et puis le dernier point, c'est qu'on a eu aussi deux phénomènes qui sont venus plus de l'Asie cette fois-ci. Le premier, c'est qu'on approche de la période du Nouvel An chinois, qui tiendra cette année le 17 février, qui est traditionnellement une période de moindre activité. Donc on a pu avoir des investisseurs chinois qui en ont profité pour prendre des bénéfices. D'autant que la spéculation sur l'or et l'argent en Chine était très importante, notamment au travers d'un ETF qui est coté là-bas sur l'argent, seul ETF coté là-bas sur l'argent, un ETF de la société UBS, et qui avait suscité tellement d'intérêt que le cours de l'ETF traitait avec près de 40% de prime sur le cours de l'argent. Donc les autorités ont été inquiètes, et ce 30 janvier, le jour du crash sur le marché de l'or et de l'argent, eh bien, les autorités de marché avaient décidé de suspendre la cotation complètement pour la journée, la cotation de cet ETF. Ce qui fait que les investisseurs qui étaient investis dans cet ETF n'avaient plus la possibilité d'en sortir. Et il est possible que, pour se protéger, eh bien, ils aient vendu des positions sur d'autres marchés. Tout ça a créé un effet boule de neige et a entraîné la correction très forte qu'on a connue sur ces marchés. Mais j'ai envie de dire que la correction est à la hauteur de la hausse qu'on avait connue avant. Elle était nécessaire, parce qu'après la hausse qu'on avait connue l'année dernière, plus la hausse qu'on avait connue depuis le début de l'année, eh bien, aussi bien le marché de l'or que de l'argent était mûr pour une correction. L'ampleur de la correction a pu surprendre, mais encore une fois, elle est à mettre en regard de l'ampleur de la hausse qu'on avait connue avant. Les fondamentaux de ces marchés n'ont pas changé, et donc on n'a pas, nous, d'inquiétude particulière. Simplement, on l'avait dit dans la note qu'on a publiée il y a quelques jours maintenant, quelques semaines, présentant nos perspectives pour 2026, on attendait une poursuite de la hausse du cours de l'or et du cours de l'argent, mais on avertissait sur un risque de volatilité accrue du fait justement de cette logique de flux qui est sensible aux problématiques macroéconomiques. C'est exactement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, notre point de vue, c'est que la tendance est toujours haussière, mais que malgré tout, il faut s'attendre à peut-être un peu plus de volatilité et donc bien réfléchir à la taille que l'on veut accorder éventuellement à ces métaux précieux dans son portefeuille en fonction de sa capacité à résister à des mouvements violents sur ces différents marchés. Merci beaucoup Benjamin, c'est très clair. Donc quelque part c'est un peu salvateur ce mouvement de respiration d'après ce que je comprends. Maintenant ce que je te propose c'est qu'on ouvre le capot et qu'on regarde un petit peu le détail des deux expertises phares de chez Ophi Invest. Comment ça s'est passé très exactement sur les métaux précieux et les métaux stratégiques? Alors, l'année dernière, c'est très bien passé. On a une performance de pratiquement 90% sur le fonds Ophi Invest Precious Metals. Le fonds Ophi Invest Energy Strategic Metals, qui lui est dédié aux métaux qui vont être, selon nous, critiques pour réaliser la transition énergétique, lui réalise une performance d'environ 50%, donc une très bonne année. Le mois de janvier a continué sur cette tendance, parce qu'effectivement, malgré la correction qu'on a connue, je le rappelais, les métaux ont fini quand même en progression sur la période. Et donc, sur le mois de janvier, les deux fonds progressent de plus de 5% chacun. Donc, on a quelque chose globalement d'assez solide. Quand on regarde dans le détail, on a eu une progression de l'ensemble des métaux précieux portés par ces mouvements de réallocation que j'évoquais. Sur les marchés de métaux industriels, on a connu un peu la même logique parce qu'aujourd'hui, en réalité, la logique est plus de revenir sur des actifs réels qui sont des actifs tangibles qui ne présentent pas de risque de contrepartie de venir sur des actifs de diversification. Et les métaux précieux aussi bien que les métaux industriels répondent à ces deux logiques. Donc on a pour l'instant une performance qui se porte plutôt bien et qui nous a permis, grâce à la diversification et grâce à la bonne progression qu'on avait connue sur le début du mois, de finir avec une performance tout à fait honorable le mois de janvier et de partir sur un mois de février qui va être volatile, mais qui, selon nous, devrait rester plutôt bien orienté. Merci beaucoup Benjamin pour cette partie, on va dire, un peu rétrospective. Maintenant, je te propose qu'on enfile les lunettes et peut-être même les jumelles pour aller voir un petit peu plus loin. C'est le moment où je sors ma boule de cristal, c'est ça? C'est ça, voilà. Alors, comme la boule de cristal n'existe pas,
On va peut-être se faire juste quelques scénarios. Qu'est-ce que tu penses de ces actifs sur le long terme? Est-ce qu'ils présentent toujours de l'intérêt malgré tous les mouvements qu'on a pu connaître? Et puis surtout, à quel type de clientèle ça va s'adresser? Alors, pour ce qui est des perspectives, nous, on est très clair. Sur la partie métaux précieux, je pense que le problème sous-jacent le plus important, c'est le problème de l'endettement. C'est ça aujourd'hui qui amène un certain nombre d'investisseurs à se reposer la question de réallouer leur portefeuille vers des actifs tangibles. C'est ça qui fait que aussi peut-être les banques centrales ont accordé un peu plus de place à l'or dans leur portefeuille. Quand on leur demande, elles disent c'est parce que l'une des raisons, c'est parce que l'or ne comporte pas de risque de contrepartie. C'est-à-dire que l'or ne peut pas faire faillite. Ce qui en dit quand même assez long sur la perception qu'ils peuvent avoir sur les autres actifs qu'ils ont en portefeuille. L'or n'est la dette de personne. Exactement. L'or n'est la dette de personne. Et donc, on a ce problème de dette qui est plus global. En gros, aujourd'hui, les États du monde sont très endettés, les grandes économies en particulier. Je vais prendre un exemple simple avec les États-Unis. Aujourd'hui, la dette d'un État, ça se mesure en fonction de son PIB. Aujourd'hui, la dette des États-Unis, on estime qu'elle se situe autour de 120% du PIB américain. Ça veut dire quoi concrètement, Saïd? Ça veut dire que si demain les taux d'intérêt devaient monter de 1%, les États-Unis devraient payer en intérêts supplémentaires sur leur dette 1% de 120% de leur PIB, c'est-à-dire 1,2% de leur PIB. Tu comprends bien que dans ce contexte-là, alors que les intérêts sur la dette américaine ont déjà dépassé l'année dernière les 1000 milliards de dollars uniquement pour les intérêts, c'est plus que le budget de la défense, c'est plus que le budget de l'éducation aux États-Unis, eh bien, toute hausse nouvelle des taux d'intérêt mettrait les finances des États-Unis dans une situation extrêmement délicate. Tout ça pour dire que pour nous, du coup, les taux d'intérêt, ce qu'on appelle les taux d'intérêt réels, c'est-à-dire pas les taux d'intérêt tels qu'ils sont fixés par la banque, mais les taux d'intérêt auxquels on va enlever l'inflation qui vient en fait grignoter ton pouvoir d'achat. Eh bien, ces taux d'intérêt réels, pour nous, ils vont devoir rester bas très longtemps. Pourquoi c'est important? Parce que quand on achète de l'or, eh bien, on n'a pas de rendement. Quand on achète une action dans son portefeuille, on a un dividende. Donc, quoi qu'il se passe sur le cours de l'action, on va être payé pour attendre parce qu'on aura un dividende. Quand on achète une obligation, on a un coupon. Quand on achète de l'immobilier, on a un loyer. Quand on achète de l'or, on n'a rien de tout ça. Et donc, ce qu'on constate historiquement, c'est que quand le rendement des autres actifs, donc le rendement sans risque va fixer en fait le rendement de toutes les autres classes d'actifs, le taux réel va fixer le niveau de rendement de tous les actifs. Quand ce taux baisse, eh bien le désavantage de l'or diminue. Et donc l'or retrouve de l'attrait auprès des investisseurs. Donc aujourd'hui, nous pensons que l'endettement est tel que les taux d'intérêt réels vont devoir rester bas très longtemps et que ça, c'est le meilleur facteur de soutien au cours de l'or et des métaux précieux d'une façon générale. L'or brille quand les taux sont bas. L'or brille quand les taux réels sont bas. Il y a des gens qui disent que l'or est corrélé à l'inflation, d'autres qui disent que l'or bouge dans le sens inverse des taux. Non, l'or est corrélé négativement avec les taux réels, c'est-à-dire les taux moins l'inflation. Quand les taux moins l'inflation baissent, eh bien l'or monte et vice-versa. Alors si on prend maintenant un peu le temps de parler des autres métaux précieux, l'argent, lui, a une logique un peu différente. C'est un métal précieux, certes, mais c'est aussi un métal industriel. Et c'est crucial pour comprendre la très bonne performance de l'argent ces derniers mois et probablement dans les mois et les années qui viennent. L'argent, en plus d'être un métal précieux, est un métal qui a une propriété physique extrêmement importante. C'est le métal au monde qui conduit le mieux l'électricité. Et pour cette raison, il est énormément utilisé dans beaucoup de technologies, dans beaucoup d'industries, et notamment dans les technologies bas carbone. On l'utilise beaucoup dans les panneaux solaires. Si vous regardez un panneau solaire, normalement la surface est noire et vous voyez des lignes brillantes dessus. Ces lignes brillantes, c'est de la pâte d'argent pour transporter les électrons à travers le panneau solaire. Et puis on l'utilise aussi dans les packs de batteries des véhicules électriques. Pourquoi c'est important? Parce que ces deux secteurs, les panneaux solaires et la voiture électrique, il y a 15 ans, en 2010, ils n'existaient pas, ou ils étaient tout juste naissants. Donc ils ne consommaient pas d'argent. La part de la demande d'argent pour ces deux secteurs, c'était 0%. En 2025, ça y est, ces deux secteurs ensemble vont représenter plus de 30% de la demande mondiale d'argent. Et selon le Silver Institute, en 2030, ces deux secteurs ensemble représenteront plus de 40% de la demande d'argent. Donc la transition énergétique a complètement bouleversé ce marché de l'argent et fait que maintenant, ça va faire, en 2025, c'était la 5e année consécutive que la production d'argent n'arrivait pas à être à la hauteur de la demande d'argent. Donc on avait un marché en déficit. D'autant que côté production, on n'a pas fait de découverte de nouveaux gisements d'argent majeurs depuis très longtemps. Et donc,
il n'y a pas de nouveaux projets et la production a atteint un pic en 2016 et depuis, elle n'arrive pas à progresser. Il faut savoir en plus que l'argent est souvent un coproduit de mines d'autres choses. Et donc, si le prix des autres métaux, du métal principal en réalité de ces mines, ne monte pas, eh bien, on n'a pas vraiment d'intérêt à aller développer cette mine et donc on n'a pas davantage de production d'argent. Donc, on a une production qui est contrainte et une demande qui ne cesse d'augmenter. Donc, un marché qui est en déficit en 2025 pour la 5e année consécutive, qui sera en déficit très probablement en 2026 pour la 6e année consécutive. Alors, sur un marché en déficit, Saïd, sur les métaux, c'est assez simple parce que les métaux sont des matières premières. Quand on les utilise, elles disparaissent pas, contrairement au pétrole. Quand on utilise le pétrole, on brûle, il n'existe plus. Quand on utilise des métaux, ils disparaissent pas. Donc, on peut aller piocher dans un stock de métal déjà extrait. Sauf que quand ça fait 58 qu'on est en déficit, mobiliser du stock, ça devient de plus en plus difficile. Et le seul moyen de convaincre ceux qui ont encore de l'argent chez eux de le ramener sur le marché, eh bien, c'est de pousser le prix à la hausse. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui continue de se passer. Et comme on a une production qui continue d'être contrainte et une demande qui va continuer à progresser selon les estimations, eh bien, le plus probable est que le cours de l'argent continue à monter. Voilà. Voilà pour l'or et pour l'argent. Alors après, on a un autre métal qui est toujours précieux, mais aussi industriel, c'est le platine. Dont on parle très peu finalement. On en parle assez peu. Alors, c'est un tout petit marché, il faut le savoir. Hein. Pour donner des ordres de grandeur, le marché de l'or, c'est un marché d'à peu près 5000 tonnes par an. Le marché du platine, c'est un marché de 250 tonnes. Donc, c'est beaucoup plus petit. Et le platine, ça sert essentiellement à deux choses. Ça sert à fabriquer des pots catalytiques pour les véhicules, pour les véhicules thermiques. Et hybrides maintenant. Et hybrides aussi. Et ça sert à fabriquer des bijoux. Alors, 2025, en fait, a été une année intéressante parce que les investisseurs s'attendaient à ce qu'on bascule vers la voiture électrique et donc on ait de moins en moins besoin de pots catalytiques. Mais en 2025, on s'est rendu compte de deux choses. D'abord, l'Europe a acté le fait qu'elle allait retarder l'arrêt du moteur thermique puisqu'il était prévu pour 2035 et qu'en sous condition, on l'a reporté un peu plus loin. Donc ça veut dire qu'on va avoir sans doute un peu plus de demandes de pots catalytiques et donc un peu plus de demandes de platine. Et la deuxième chose, c'est que dans le domaine de la voiture électrique, on a constaté une chose malgré tout, c'est que la baisse du prix de ces voitures prend plus de temps que prévu et donc on voit une part de marché grandissante pour les véhicules hybrides rechargeables qui sont un peu entre les deux, entre le moteur thermique et le moteur purement électrique. Le meilleur des deux mondes. Le meilleur des deux mondes, on peut voir ça comme ça. Et donc, ces voitures hybrides rechargeables ont représenté à peu près un tiers des ventes de véhicules électriques. Pourquoi c'est important ? Parce que dans une voiture hybride rechargeable, vous avez toujours un pot catalytique. Ce que les gens savent peu, c'est que le pot catalytique d'un véhicule hybride rechargeable est plus gros que le pot catalytique d'un véhicule thermique. Pourquoi ? Parce que comme vous avez deux moteurs, vous n'utilisez pas tout le temps le moteur thermique. Donc déjà, sa température de fonctionnement est plus basse et donc la température des fumées est moins élevée. Quand la température des fumées est moins élevée, chimiquement, il faut plus de catalyseurs pour la traiter. Et puis, vous n'arrêtez pas de faire des stop and go parce que vous passez sans arrêt d'un moteur à l'autre. Et donc, selon Johnson Matthey, qui est le plus gros producteur de pots catalytiques au monde, eh bien, dans un pot catalytique de véhicule hybride rechargeable, il y a à peu près 10 à 15% de platine de plus que dans un pot catalytique de véhicule thermique classique. Donc tout ça a déjà constitué une première bonne nouvelle pour la demande de platine. Mais surtout, Saïd, ce qui a changé l'année dernière, c'est que, je le disais, le marché du platine est un marché beaucoup plus petit que le marché de l'or. 250 tonnes contre 5000 tonnes. Et de ce fait, le platine est un métal qui est considéré historiquement comme un métal plus précieux que l'or. D'ailleurs, si vous voulez acheter un bijou ou une montre en platine, aujourd'hui en Europe, la plupart du temps, vous allez la payer plus cher qu'un bijou ou une montre en or. Et donc, le problème, c'est que cette année, quand on regarde les prix du platine, j'ai dit qu'ils avaient beaucoup progressé, les prix de l'or, une once d'or, ça vaut aujourd'hui un peu plus de $5000, quand une once de platine ne vaut que $2200 malgré la hausse de l'année dernière. Donc le platine est beaucoup moins cher. Et ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de bijoutiers, en particulier en Asie, où le platine est un métal qui est plutôt apprécié, se sont mis à développer leur offre de bijouterie en platine pour avoir une offre plus abordable que l'offre en or. Et donc une partie de la demande de bijouterie qui avait traditionnellement sur l'or est passée sur le platine. Mais là où il faut comprendre la différence de taille entre ces deux marchés, quand vous avez 1% de la demande d'or qui va pour la bijouterie, il y a à peu près 50% de la demande d'or, c'est pour la bijouterie. Si 1% de ces 50% bascule sur le platine, ça fait 50 tonnes de demande en moins sur l'or, 1% de 5000 tonnes, et ça fait 50 tonnes de plus de demande de platine sur un marché de 250 tonnes, c'est-à-dire 20% de demande supplémentaire.
Considérable. Et donc, ça pousse le prix à la hausse. Mmh. Et c'est ça qui explique la hausse de prix et le resserrement de prix qu'on a pu connaître l'année dernière. Maintenant, ça y est, comme je l'ai dit, une once de platine, aujourd'hui, ça ne vaut toujours que 2200 $, entre guillemets, là où une once d'or vaut 5000 $. Donc, l'écart de prix est encore considérable. Donc, on peut s'attendre à peut-être une poursuite de cette bascule de la demande de bijouterie vers le platine, et donc peut-être toujours à un resserrement de l'écart de prix entre l'or et le platine. Donc, on est plutôt très positif aussi sur le platine pour l'année 2026 au moins. Après, il faudra voir comment les choses évoluent, mais en tout cas, pour l'instant, tant que l'écart de prix reste aussi important, on pense qu'il y a du potentiel. Voilà ce qu'on peut dire sur les métaux précieux, qui pour certains sont seulement précieux, c'est le cas de l'or, et pour d'autres, comme l'argent et le platine, sont et précieux et industriels. Merci beaucoup, Benjamin. Alors, c'était l'avant-dernière question, mais on va peut-être faire 2 en 1, les 2 dernières questions. Vous avez prévenu le nouveau format, on prend le temps avec Benjamin, et c'est vrai que c'est tellement intéressant. Les explications sont très claires. Maintenant, la dernière question, elle va concerner les investisseurs. À quel type d'investisseurs ça s'adresse, ces expertises qui sont quand même très pointues. J'imagine qu'elles s'apprécient plutôt sur le long terme. Et puis, il y a les risques, bien sûr. On a vu encore depuis le début de cette année, c'est quand même très volatile, très risqué. Comment ça se passe au niveau des risques concrètement ? Alors, la première chose qu'il faut dire, Saïd, c'est que nous, on n'investit pas dans des actions ou des obligations. On s'expose à la performance des matières premières en direct. D'accord ? On est directement exposé à la performance des matières premières, pas d'une action minière, pas d'une obligation d'une action minière. On est vraiment sur la performance des métaux, première chose. C'est important parce que la façon dont les prix des métaux sont fixés est très différente de la façon dont on fixe le prix d'une action ou d'une obligation. Une action ou une obligation, c'est une part d'une société, une part de sa dette ou une part de son capital. Et donc, on l'évalue en essayant de regarder ce que la société va gagner à l'avenir et en valorisant les revenus futurs à la valeur d'aujourd'hui. Donc, on intègre le futur de cette valeur. Dans les matières premières, ce n'est pas du tout le cas. Une matière première, son prix est fixé instantanément en fonction de l'équilibre entre l'offre et la demande à l'instant T. Donc, du coup, tu comprends bien que si jamais il y a une nouvelle qui est de nature à beaucoup affecter l'offre ou à beaucoup affecter la demande, ça va immédiatement faire beaucoup bouger le prix. C'est ce qui explique que les matières premières sont des actifs plus volatiles que les actions et les obligations. Donc, il faut le savoir quand on constitue son portefeuille. En dehors de ça, les matières premières sont clairement, au-delà d'être volatiles, des actifs de diversification. Ce ne sont pas des actifs de cœur de portefeuille qui consistent à financer l'activité économique. Donc, généralement, ce sont des actifs auxquels on consacre une part réduite de son portefeuille. Donc, une part réduite de son portefeuille parce que ce sont des actifs de diversification et parce que ce sont des actifs volatiles. Alors, quelle part ? J'ai envie de dire que ça dépend du profil d'investisseur. Là, tu sais très bien qu'on ne peut pas donner de règles simples. Mais ce qu'on peut faire, c'est raisonner en type d'investisseur. On va considérer 3 grands types d'investisseurs. Les investisseurs qui ne supportent pas trop le risque, on va appeler les investisseurs défensifs, prudents. Oui. Les investisseurs, on va dire, équilibrés, qui sont prêts à accepter un peu de risque, mais qui n'aiment pas non plus avoir trop de mouvements sur leur portefeuille. Et puis, les investisseurs dynamiques qui, eux, sont prêts à prendre du risque pour essayer d'avoir un peu plus de rendement. On va considérer, grosso modo, que selon ces types d'investisseurs, l'exposition aux matières premières va devoir évoluer entre 2 et 10%. Si on a un investisseur prudent, défensif, on va dire qu'il faut avoir entre 2 et 3%, 4% maximum d'allocation aux matières premières, que ce soit métaux ou toute matière première. Si on a un investisseur équilibré, on peut être entre 3 et 5, 6%. Si on a un investisseur dynamique, je dirais que c'est entre 5 et 10%. Voilà à peu près les niveaux d'exposition qu'on peut envisager. Je le disais tout à l'heure, des gens comme Mike Wilson, le directeur des investissements de Morgan Stanley, ou Ray Dalio, le patron de Bridgewater, parlent d'exposition à 15-20% à l'or. Je rappelle que ce sont des investisseurs aguerris et qui savent ce que c'est que le risque et qu'ils ont l'habitude d'accepter de risques pour avoir des rendements. Donc, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Pour moi, il faut adopter une position, en particulier avec la volatilité qu'on observe en ce moment, il faut adopter une position quand même assez prudente sur ce type d'actifs. Merci beaucoup, Benjamin. J'en profite pour rebondir justement sur cet aspect diversification. Le meilleur conseiller, c'est votre conseiller financier, votre agent, votre courtier, votre CGP. Surtout, vous voyez avec lui en fonction de votre profil et c'est lui qui va vous donner la part exacte, même si on donne des parts qui sont... on peut donner des grandes indications. Voilà, celle du consensus. Chaque cas est particulier.
chaque cas est particulier et c'est la magie d'être suivi par un professionnel de la finance, c'est qu'il va pouvoir ajuster et vous faire quelque chose qui sera non pas du prêt-à-porter, mais du sur-mesure. Voilà, on vous avait promis qu'on prendra le temps. C'est le cas, c'était extraordinairement intéressant. On avait encore plein d'autres choses à raconter, Saïd. On n'a pas parlé des métaux purement industriels comme le cuivre, où il y a beaucoup de choses aussi à dire, mais ça nous donnera une occasion de nous revoir. Et justement, c'est la bonne occasion pour vous demander un service. Dites-nous ce que vous pensez de ce format. N'hésitez pas à revenir vers nous. On en aura probablement encore sous le pied avec les métaux industriels dont on n'a pas encore parlé. Et n'oubliez pas d'aller sur la page Parlons Épargne. Voilà, je vous dis à très bientôt et je te remercie encore une fois, Benjamin. Merci Saïd et bonne journée à tous.